Amis téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle capsule de Faits des sociétés d'ici et d'ailleurs. Nous l'avions commencé depuis les jeudis passés. Il devait être avec nous, je vous l'avais promis, et aujourd'hui, il a tenu vraiment à honorer sa parole. Il est avec nous, nous l'avions commencé, comme je le disais, le phénomène Bombay, quelles implications pour l'État. Et sur ce, nous recevons pour vous ce matin le révérend docteur Samuel Wabantou. Il est pasteur des églises La Maison du Roi Centre Chrétien qui est installé à Paris, à Dallas, aux États-Unis, en Abidjan, ainsi qu'ici à Kinshasa. Il est également le président directeur général de la société RIDI en sigle, qui veut dire Réseau international des décideurs influents. Il est également formateur en entrepreneuriat et leadership et aussi conseiller conjugal spécialisé dans la prévention et la gestion des conflits dans les couples. Alors, mais ce matin, nous les recevons en qualité de formateurs en entrepreneuriat et leadership et depuis un moment, il vit entre Paris et Kinshasa, à qui nous disons bonjour, révérend docteur Samuel. Bonjour, ma soeur Judith. J'espère que je n'ai pas omis, je n'ai rien omis. L'essentiel est là. L'essentiel est dit. Et une salutation à tous ceux-là qui nous suivent de partout. Si vous pouvez leur dire bonjour. Premièrement, j'aimerais saluer mon épouse, bien sûr, mes enfants qui reprennent le chemin de l'école aujourd'hui. Wow. C'est la première fois depuis leur naissance qu'ils vont aller à l'école sans que je sois présent. Oh là là, et ça me touche beaucoup. Donc, il y a ma femme Katia, mon fils Samuel Junior, Michael Elijah, et puis Priscilla Patience Boignan qui reprend le chemin de l'école pour ceux qui sont en France. Et la vie ici à Kinshasa, ça se passe comment? Il y a beaucoup de défis, mais ça va. Ça va. Nous avons espoir que les choses vont s'améliorer. Les choses sont déjà sur les rails, mais il faut beaucoup travailler. Okay. Nous croyons à ce que Dieu veut faire dans notre nation en ce moment. C'est pourquoi nous avons mis à cœur de revenir ici. Après plus de 23 ans passés à l'extérieur, à l'étranger, nous revenons maintenant pour apporter notre pierre de contribution au développement du Congo. Alors, nous avions commencé à parler, comme je le dis tantôt, depuis le jeudi passé concernant ce phénomène Bombay. Avez-vous quelques informations là-dessus? Bon, ce sont les informations que nous tirons sur Internet, et bien sûr, que le ministère de la Santé est en train de nous communiquer également, et puis les services de police. Nous voyons les images des descentes pour démanteler certains réseaux et certains lieux de fabrication de cette bombe. Enfin, de cette drogue qu'on appelle Bombay, qui est en réalité vraiment, c'est l'absous n'est pas anodin, c'est une bombe de destruction dans la jeunesse de Kinshasa particulièrement. La particularité de cette drogue, c'est que c'est une drogue qui est artisanale, facile à fabriquer et de moindre coût. Wow. C'est-à-dire que le premier venu, n'importe qui peut s'en procurer, mais les effets sont dévastateurs. C'est ça le problème. Okay. Donc, cette drogue est fabriquée avec les résidus des catalyseurs qu'on trouve dans le tuyau d'échappement des voitures. Vous voyez tous ces produits chimiques-là qui se condensent là, c'est ce qu'on récupère. On va mélanger avec d'autres produits, d'autres médicaments et même avec du chanvre. Oh voilà, le cannabis, l'équivalent du cannabis. Et les gens fument cela. Vous imaginez déjà le moteur, avec après la fumée, les tuyaux d'échappement, le carburant, tous ces phénomènes chimiques, le catalyseur, des tuyaux d'échappement, ce n'est pas fait pour qu'on récupère les produits qu'on doit inhaler ou bien qu'on doit mettre dans le corps humain. Le problème, c'est que les gens prennent ça pour fumer et ça détruit. Ça détruit. Ça détruit. Donc, ça a des conséquences nuisibles à la santé. Très nuisibles. Quand quelqu'un consomme cette drogue, ce qu'on remarque d'abord, c'est que ces personnes ont tendance à dormir debout. Oh là là. C'est-à-dire que ces personnes sont debout, mais en train de dormir comme des somnambules. Et deuxièmement, ces personnes sont prises d'une soudaine envie de se gratter, une démangeaison insupportable. Quand on écoute les témoignages de ceux qui consomment cela, qui en sont des victimes en quelque sorte aussi, ils ont des démangeaisons et ces personnes ont des perte de mémoire. Oh my God. Et voilà. Et nous connaissons que chaque drogue crée une dépendance. Voilà. C'est un problème d'abord médical pour le plan de la santé. Ça détruit le cerveau des gens, ça détruit leur corps. Et après, ça crée un problème de dépendance
quand un drogué n'a pas sa dose, il est prêt à faire tout et n'importe quoi. Surtout même à être violent, voler, tuer, poignarder, peu importe, pour avoir ne fût-ce qu'un peu d'argent, c'est procurer sa drogue. Ça permet à certaines personnes, à notre jeunesse, malheureusement, c'est aussi pourquoi je voudrais vraiment intervenir, insister, ça leur permet d'échapper à leur quotidien, d'échapper à la réalité qu'ils vivent. Vous voyez, et ça leur permet d'halluciner, d'oublier un peu les peines, la douleur, la misère quotidienne qui fait partie de leur vie. C'est pourquoi notre jeunesse se réfugie à la consommation de ces drogues, surtout dans les populations rurales, les populations assez pauvres. Ce n'est pas une drogue des classes élevées, voilà, des populations pauvres vraiment. Quelques faits que vous venez d'évoquer, pensez-vous vraiment que ils sont à la base de l'éclosion, bien soit de la prise d'ampleur de la consommation de ces drogues? Écoutez, quand vous êtes dans un pays, Kinshasa est une ville de près de 15 millions d'habitants maintenant. Yes. Ça veut dire que rien que la ville de Kinshasa, la ville province de Kinshasa, elle-même par rapport à sa population, la densité de sa population, elle représente plusieurs pays d'Afrique. Gabon, Cameroun, Congo-Brazzaville, vous mettez ensemble. Donc c'est un grand pays, Kinshasa en réalité. Et nous avons une population qui va à peu près de 100 millions d'habitants aujourd'hui en République démocratique du Congo. Le taux de chômage dans la population comprise entre 18 et 30 ans est à peu près là 95%, comme on dit 95% des jeunes sont au chômage. Vous y comprenez. Ces gens n'ont pas d'activité lucrative, n'ont pas de moyens de vivre légalement, n'ont pas de moyens de travailler pour avoir quelque chose à manger, pour être indépendants, pour se suffire à eux-mêmes. Et devant cette crise, c'est normal un peu qu'on puisse voir ces phénomènes prendre de l'ampleur. Quand une famille est déstabilisée, la société aussi également est déstabilisée. Là où je vis en Occident, et souvent, ce sont les ingérences de l'État, des services sociaux, sur le rôle des parents, leur incidence dans l'éducation des parents, qui des fois fait multiplier la délinquance juvénile, parce que quand les parents n'ont plus l'autorité, même de gronder, de parler avec autorité aux enfants, c'est assimilé à un abus. Et les parents, pour ne pas avoir des problèmes avec l'État, et des fois on arrache les enfants de l'autorité parentale. Ça arrive souvent chez nous. Il y a des cas vraiment d'abus, oui, mais des fois, un enfant qui se plaint, parce qu'un enfant, il peut aussi utiliser son imagination pour mentir, pour inventer des choses. Il y a des parents qui ont des problèmes sérieux. Ils relâchent un peu dans l'autorité qu'ils ont sur l'enfant, et puis on remarque les enfants qui font tout et n'importe quoi. Il y a cette délinquance. Mais le problème chez nous, ici au Congo, c'est quoi? C'est lié au pouvoir d'achat, lié à la responsabilité des parents de prendre en charge leurs enfants. C'est un problème lié directement à la pauvreté. La pauvreté détruit, déstabilise nos familles. Un père de famille qui passe 8 mois sans être payé, qui a la fonction publique, 1 année et demie sans être payé, 6 mois, comment il peut ramener la nourriture chez lui? Et un père qui ne ramène plus la nourriture, qui ne peut plus nourrir sa famille, c'est un père qui perd de son autorité. Avant, quand je grandissais à Kinshasa, même si tu revenais avec un t-shirt qu'un ami t'aurait offert, quand tu rentres, ton père ou ta mère va te dire, qui t'a donné ce t-shirt? On va te ramener. Et puis c'était interdit de manger chez les gens. Mais on voit une fillette de 11 ans ramener la nourriture à la maison et la maman acclame. Ah, ma fille, tu sais t'es débrouillée, mon fils. Pourquoi? Parce que les parents ne sont plus capables. Le chômage est élevé. Même ceux qui travaillent ne sont pas payés parce que leur argent est détourné. Vous voyez, on a des problèmes de détournement, on voit les grands travaux que fait l'IGF, mais est-ce que l'argent retourne? Ça, c'est une autre question. Donc, ce problème, souvent, nous nous attaquons aux effets, nous oublions les causes. Quand la famille est déstabilisée, les enfants se retrouvent laissés à eux-mêmes. L'autorité parentale ne tient plus. Et ce sont les enfants qui se retrouvent facilement des voyous. Vous voyez les gens qui sont dans le boulevard en train de demander de l'argent? Beaucoup de ces enfants-là ont des familles, ont des foyers. Ils ont fui la faim. Ils ont fui le fait que les parents n'arrivent plus à les nourrir et ils se retrouvent des mineurs entre des quémandés, d'autres entrent dans des gangs. C'est un problème de société. Tant qu'on ne s'occupe pas de notre société, on aura toujours ces mêmes problèmes. Vous êtes aussi conseiller conjugal spécialisé dans la prévention et la gestion des conflits dans le couple. Donc, nous osons croire que prochainement, on pourra vous recevoir pour essayer un peu d'approfondir par rapport à cette histoire de la famille. Qui exact. Aussi a un très grand rôle à jouer
Exactement. Alors, parlant même de cette délinquance juvénile, les koulouna ici à Kinshasa et l'usage même de cette drogue bombée, est-ce que pouvons-nous dire qu'ils sont tous interconnectés? Y a-t-il une conséquence d'un rapport à l'autre? Exactement. Les Koulouna, la plupart de ces jeunes qui se livrent à des activités illicites, au banditisme, beaucoup d'entre eux également, pour fuir leur réalité, consomment cette drogue. On voit que cette catégorie de gens, des jeunes bien soignés, qui se débrouillent quand même, ne consomment pas ce genre de drogue parce qu'ils ont besoin d'être lucides pour vaquer à leurs occupations. Alors, cette drogue va nourrir une catégorie de jeunes qui vont perdre leur sens, leur bon sens, même leur sens de jugement, qui se retrouveront dans la délinquance, ou bien qui sont déjà dans la délinquance. Et puis, comme il y aura un problème de dépendance, donc ils vont aller faire encore plus de mal pour se procurer encore la drogue et revenir là-dedans. Donc il faut vraiment sévir. Est-ce que vous savez que notre législation n'avait même pas prévu comment sévir, punir dans la consommation de la drogue? C'est maintenant seulement que le Sénat est en train d'insister pour essayer de proposer une proposition de loi au Sénat. La loi au Congo n'avait prévu de punir que les gens qui vendent de la drogue, notamment la chanvre, pas les autres drogues là. Chez les militaires ou les personnes assimilées et dans les camps militaires. Si un civil se retrouve en train de vendre ça dans les installations militaires, cette personne était poursuivable. Mais dans la rue, il n'y a aucune loi réellement par rapport à ça. On voit même ces officiers en train de consommer. Exactement. Donc, il faut que l'État puisse sévir. On doit savoir qu'il y a des peines. Et ça va servir d'effet dissuasif pour cela. OK. Alors, pensez-vous que les initiatives privées ou même l'entrepreneuriat peuvent contribuer à l'épanouissement de la jeunesse de notre pays? Exactement. L'une des choses que j'ai pu faire quand je suis rentré au pays avec mon entreprise RIDI, c'est d'organiser des formations d'entrepreneuriat pour les jeunes. Donc, à peu près 500 jeunes sont passés entre nos mains pour être formés. Nous avons appris aux jeunes qu'il n'y a pas de travail dans la fonction publique. Nous avons la formation au Congo, on envoie aux gens à l'école pour aller chercher du travail. Alors que dans les pays anglo-saxons, on enseigne les gens, on envoie les gens à l'école pour créer eux-mêmes du travail. Okay. C'est cette pensée que nous avons voulu amener ici, que les jeunes comprennent qu'à partir d'une idée, ils peuvent déjà entreprendre, devenir chef de leur propre entreprise. Avec les guichets uniques, on a facilité les démarches. Okay. On peut être chef d'entreprise avec une entreprise qui porte seulement ton nom. Donc, Samuel Wabontou, par exemple, ou bien Judith Mbombo, c'est ça votre entreprise. Et on a facilité certaines démarches pour qu'à partir d'une idée, et les jeunes qui sont venus avec des idées qui étaient tenables, moi-même, j'ai pu avancer. Donc, j'ai donné l'argent aux jeunes pour commencer leur propre entreprise. Je suis qu'un individu, mes moyens sont limités, la liste est longue, mais il n'y a pas de banques qui soutiennent l'entrepreneuriat au Congo. Oh là là. C'est un problème sérieux. On doit s'attaquer à ça. Quand il y a un problème politique, beaucoup d'argent sort pour résoudre le problème politique, payer ceci, les députés, voilà, on a vu le problème avec les jeeps, mais pour prendre en charge la population, rien n'est fait. Des fois, il faut seulement un petit 15 millions. On ne trouvera jamais des 15 millions. Mais pour d'autres problèmes politiques, on s'empresse. C'est comme si toute la population congolaise ne vit que pour nourrir et entretenir les politiciens. Oh là là, oh là là. Mais souvent, le problème aussi ici chez nous, c'est que chacun fait ce qu'il peut dans son coin. Alors, comment concentrer les efforts pour une solution efficace et durable? Puisque le grand problème ici, c'est la conjugaison des efforts. Merci beaucoup, Madame Mbombo. Je vais m'adresser particulièrement aux entrepreneurs. Voilà, vous et les sociétés qui existent. Notre pays ne peut se relever que par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas tout attendre de l'État. La plupart des pays, Ghana, tout ça, sont relevés également grâce à l'apport, le Sénégal, l'apport de leur diaspora et bien de la société, de leur communauté. Embauchez, prenez le risque, mettez des fonds pour former, embaucher les jeunes, réduire le taux de chômage, parce que nous partageons tout cet espace Kinshasa-Congo. Quand il y a la criminalité, ça va revenir sur nous, sur nos frères, nos cousins. Ayez le courage d'embaucher des jeunes. Les ministres, créez de l'emploi dans vos secteurs. Ne vous occupez pas seulement de vos propres avantages. Créez de l'emploi. En conjuguant les efforts, nous pouvons éradiquer des phénomènes comme Bombay, des jeunes qui se réfugient dans la drogue au lieu de se jeter dans le travail. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais pas une jeunesse délinquante. C'est une jeunesse qui est instruite. C'est une jeunesse qui est utile, qui est productive. C'est cette jeunesse-là qui est l'avenir de demain. Donc, osons donner du travail à nos compatriotes. Investissons notre jeunesse. Nous ne pourrons que nous en féliciter aujourd'hui et demain. En leur demandant tant d'années d'expérience, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez
qu'il faut avoir 5 ans d'expérience, 4 ans d'expérience. C'est pendant que la même jeunesse qui vient de finir fraîchement les études n'ont pas vraiment de chance à trouver du travail. Exactement. Au mois de mai l'année passée, j'ai organisé une formation pour l'entrepreneuriat avec l'ensemble des coordinateurs des universités de Kinshasa. Vous voyez, c'est rare de voir un privé faire ces genres d'exercices. J'ai écouté le problème. Quand un licencié n'a pas de travail, vous allez lui dire quoi? Qu'il retourne aux études. Il a fini ses études avec difficulté. Il a la connaissance. Ces personnes peuvent déjà travailler, mais ont toujours pas de travail. C'est un problème. Et ceux qui viennent pour chercher du travail, alors on demande des années d'expérience, alors qu'il n'y a pas de travail. C'est simplement de la mauvaise foi. Un peu de bonne volonté. Si on manque d'expertise, il y a des entreprises en Occident comme chez nous, ben on forme ces jeunes-là. Écoutez, apprenez ceci. Toute personne que vous embauchez, peu importe la personne, il lui faut une année pour que cette personne soit rentable selon le salaire, par rapport au salaire que vous lui donnez. Ce sont des études qui ont été faites aux États-Unis. Il lui faut une année, peu importe son niveau d'études. Donc nous devons oser croire que en travaillant, les gens vont apprendre, ils vont devenir meilleurs, ils seront après rentables. Donc osons investir sur notre jeunesse, nous aurons des bons résultats dans le futur. Et voilà, là nous sommes arrivés à la fin. Révérend docteur Samuel, votre mot de la fin. J'aimerais dire que avec une population très jeune qui compose la République démocratique du Congo, alors qu'en France, en Belgique, la population est vieillissante, ça veut dire que nous avons un avenir radieux si nous savons miser sur notre population. Ça veut dire que le Congo est un pays riche d'abord à cause de sa population. La force de la Chine, c'est sa population. Yes. Aujourd'hui, quel est le pays qui est la plus grande puissance économique d'Afrique? C'est le Nigeria. Avant, c'était l'Afrique du Sud. Maintenant, c'est le Nigeria à cause de sa population. Donc, nous avons une population qui est capable de travailler, capable de produire. Je loue les initiatives du service national. On envoie les jeunes à Kanemassé. Au lieu de les envoyer en prison au centre d'éducation Makala, où ils vont être à la charge de la société, les nourrir, mais on les envoie produire du maïs, produire. Donc, nous devons créer des activités qui permettent à notre jeunesse d'être productive. Nous devons former. La gratuité de l'enseignement déjà primaire, c'est merveilleux. On doit continuer dans les telles initiatives comme a lancé le chef de l'État, aller plus loin pour former notre population et surtout miser sur le travail. Tout le monde ne doit pas passer des années au banc de l'école. Quand j'étais au campus, quand j'étais jeune, quand je faisais l'économie au campus, je voyais des amis qui montaient avec nous dans la foula. Je voyais, mais c'était des voyous. Des voyous qui étaient à l'université, excusez-moi. Je me disais que celui-ci n'a pas sa place ici. Il devait être dans une école de menuiserie, une école de métier, mais on faisait croire aux gens qu'il faut travailler dans le bureau pour être quelqu'un. Non, on peut devenir multimillionnaire en fabriquant des chaussures, en commençant de manière artisanale et en développant son activité. Tout le monde n'est pas noble seulement parce qu'on fait un travail de bureau. Voilà. Il y a quelqu'un qui avait chanté, un poète qui avait chanté qu'il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que de sottes gens. Paix à son âme, le poète Dido Yongo qui avait chanté ça à son époque, je dirais le pasteur et c'est là. J'étais jeune, c'était une grande leçon. Vous devez comprendre que nous devons valoriser tous les métiers, enlever tous ces complexes-là parce que j'ai un tel diplôme, un diplôme qui ne te sert à rien. Tu as voulu plaire à ton père, à la société, à ta famille en faisant un diplôme qui ne débouche sur rien. Apprenons, valorisons les métiers et ce sera utile. Nous n'aurons plus de chômeurs. Les taux de chômage vont baisser et bien sûr, le revenu par habitant va augmenter. Merci beaucoup, Révérend Samuel Wabantou. Nous rappelons que vous êtes pasteur fondateur des églises, la Maison du Roi Centre Chrétien, installée à Paris, Dallas, Abidjan et Kinshasa. À Kinshasa, et je me permets de donner l'adresse, nous sommes au rond-point Forescom, sur avenue du Port au numéro 9. Donc nous sommes en face de CCTV Congo, Canal Congo Télévision, vous permettez de le dire, juste en face, au rond-point. Le dernier immeuble, là où il y a également les boutiques d'habillement. Je vais pas faire construction? Non, c'est une reconstruction, non? Non, l'immeuble s'appelle Le Palmier. L'immeuble Le Palmier au premier étage. 9 avenue du Port, immeuble Le Palmier, premier étage. Nous avons nos cultes dimanche de 10h à 12h jeudi,
18h à 19h. Et nous rappelons également que vous êtes PDG de la société RIDI, Réseau international des décideurs influents, et vous êtes également formateur en entrepreneuriat et leadership. Et également, vous êtes conseiller conjugal spécialisé dans la prévention et la gestion des conflits dans le couple. Mais aujourd'hui, vous étiez revêtu de votre casquette de formateur entrepreneuriat. Merci. Leadership. C'est bien cela. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et vos impressions par rapport à l'émission et Je suis agréablement surpris. L'ambiance, les questions, tout était intéressant. Et puis, une équipe très dynamique. Toutes mes félicitations au révérend, l'apôtre Léopold Mutombo. J'ai eu des moments merveilleux avec lui en Afrique du Sud en 2004. Wow. On a partagé le même hôtel, le guest house de pasteur Mike Luamba. Moi et lui, pasteur SP, Rance Mbakadi, on passait des soirées, on déjeunait ensemble. Et c'est un homme d'une grande intelligence, l'apôtre Léopold Mutombo. Quand j'étais jeune, je quittais Lemba pour venir assister au culte à Amen TV, Ministère Amen, sur 7e rue. La particularité, je me permets de dire, ce que prêchait l'apôtre, c'est ce qui se retrouvait dans les chants des groupes de musique. C'était original. À l'époque, Sandou Kamibé Konamapeka. Avec les Tumbichai. Oui, il y avait le message sur le sacerdoce, sur l'arche, et c'est ce message-là qu'on mettait maintenant dans les chants, et c'était édifiant. Je salue donc mon père, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était là l'effet des sociétés d'ici et d'ailleurs avec le révérend docteur Samuel Wabantou.